Alors, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour participer à cette visio. Vu que vous êtes un peu plus de 150 participants, à mon avis, ce matin, on va vous couper à tous les micros afin de pouvoir écouter Nadine, Jean-Marc et Luigi et d'autres intervenants ponctuellement pendant cette visio. Je vais laisser la parole tout de suite à Luigi. Comme ça, on va pouvoir démarrer pour le timing. Merci. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà, merci d'être présents dans cette visioconférence. Nous allons effectivement faire un petit point sur le FNE Formation. Nous aurons dans un premier temps la directe qui présentera sommairement les grandes lignes, mais je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu accès à ce niveau d'information. Puis un certain nombre de questions-réponses, qui sont les questions-réponses les plus basiques au travers du dernier document qui a été produit par le ministère. Ensuite, nous aurons effectivement le Acto FAFI qui interviendra pour présenter les différentes prestations proposées par les OPCO dans cette dynamique au niveau de la région PACA. Si il le souhaite, nous avons parmi les présents Olivier Robert, MEDEF régional, et je crois Philippe Lemaire de l'UPV. S'il le souhaite, ils pourront dire 2 mots. Donc, vous nous précisez si vous souhaitez intervenir un petit peu. Nous avons un certain nombre de représentants d'OPCO, d'autres OPCO qui sont présents aussi à cette conférence. Donc, idem, vous faites partie des différents partenaires du groupe de travail sécurisation de parcours et vous avez la possibilité d'intervenir. Voilà, donc globalement, au niveau des questions-réponses, l'équipe de l'UPE va les centraliser et essayer de retourner en question aux différents intervenants l'essentiel. Vous aurez la possibilité effectivement de nous communiquer vos questions-réponses dans le cadre de la conversation, en tout cas pour toutes les personnes qui ont accès à l'ordinateur. Et nous vous transmettrons un certain nombre de liens plusieurs fois, vous permettant d'avoir accès à un certain nombre de documents. Voilà, je crois que nous pouvons démarrer. Sylvie, je ne sais pas. Oui. N'hésitez pas à écrire dans le chat au fur et à mesure vos questions pour qu'on puisse les recenser, s'il vous plaît. Voilà. Allez. Des questions intelligentes et pertinentes. Ça, c'est pas sûr. Allez, c'est parti. Tu lui donnes la parole? Sylvie, elle a commencé à parler apparemment, mais le micro est coupé. Ah, Sylvie, Voilà, c'est bon, Sylvie. C'est bon? Oui. Bonjour à tous et merci pour cette invitation et ce temps d'échange autour de la formation pour les entreprises qui sont concernées par l'activité partielle. Donc, moi, je représente la directe. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de précisions qui nous arrivent par rapport à une instruction qui est sortie au mois d'avril qui concerne la mobilisation du Fonds national de formation en faveur des salariés placés en activité partielle, puisque la volonté gouvernementale, c'est aussi de profiter de cette période de sous-activité ou voire d'activité un petit peu ralentie, un peu beaucoup ralentie, pour faire travailler sur l'évolution et l'augmentation des compétences des salariés via la formation. Donc, encore hier, nous avions encore quelques précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce FNE formation très spécial et dérogatoire, qui est réservé, donc ma collègue Nadine Girard complétera par rapport aux questions techniques qui pourraient se poser. Ce que je peux dire globalement sur le cadre, c'est que c'est un cadre, un dispositif qui s'adresse aux entreprises qui sont concernées par une demande d'activité partielle. Donc, et à l'intérieur de ces entreprises, parmi ces entreprises, sont priorisés les salariés concernés par l'activité partielle, puisque vous savez qu'il y a des entreprises qui sont placées en activité partielle, mais pas pour l'ensemble de leur personnel. Certains salariés continuent à travailler, soit en télétravail, soit en présentiel, selon des modalités qui sont différentes. Donc, le FNE Formation, il a vocation à s'intéresser en priorité aux salariés placés en activité partielle et qui, de ce fait, ont du
temps disponible pour pouvoir se former. Ce FNE formation, il requiert l'accord écrit du salarié, puisque vous savez que pendant que les personnes sont placées en activité partielle, leur contrat de travail est suspendu. Donc, il faut que le salarié donne son accord écrit. Alors, il n'y a pas un formalisme démentiel à respecter, mais il y a un écrit à formaliser pour que le salarié fasse état de son consentement à suivre une action de formation. Alors, pour les salariés qui sont concernés en activité partielle, qui sont concernés par une activité partielle, les coûts pédagogiques sont pris en charge par l'État à 100% et la rémunération est prise en charge, on va dire, et compensée par l'État via une allocation qui est versée à l'employeur, qui lui-même verse une indemnisation aux salariés placés en activité partielle. Si, admettons, l'entreprise est en activité partielle, a fait une demande qui a été acceptée, mais la totalité de son personnel n'est pas placé en activité partielle, exceptionnellement, et ce dès lors qu'elle fait une demande de FNE formation pour les salariés, y compris non placés en activité partielle, il faut qu'elle le fasse avant le 31 mai pour pouvoir être prise en charge par le FNE formation dans les conditions du FNE formation. Si par contre sa demande de FNE formation porte sur des actions de formation qui concernent des personnes qui sont placées en activité partielle, là il y a une possibilité de rétroactivité au 1er mars. On reviendra sur ces données, puisque s'il y a besoin d'expliquer davantage. Sur le type de formation qui est envisagé, ce qui est préconisé, ce sont des actions plutôt courtes et plutôt dispensées de manière à distance, on va dire, dématérialisée, bien que les organismes de formation s'activent et qu'à partir de la semaine prochaine, certains vont être en capacité peut-être de proposer des actions de formation en présentiel, compte tenu, bien sûr avec le respect de tout le protocole, le geste barrière, etc., qu'il faudra que ces organismes arrivent à mettre en place dans leurs organismes. Sur la prise en charge des actions de FNE formation, il n'y a pas de durée, comment dirais-je, préétablie. On table plutôt sur des actions courtes qui peuvent se dérouler pendant la période d'activité partielle. Donc, l'activité partielle, on est plutôt sur des actions qui vont peut-être s'étaler avoir lieu jusqu'au 30 juin. Puisque les demandes d'activité partielle ont été demandées pour la plupart, dans un premier temps, jusqu'à la fin du mois de juin. Donc ça, ce sera peut-être à traiter au cas par cas. Sur la prise en charge des coûts pédagogiques, on est sur une prise en charge à 100% des coûts pédagogiques, sachant que dans ces coûts pédagogiques, on ne devrait pas avoir beaucoup de frais de déplacement ou frais de repas, puisqu'on sera sur des formations fortement dématérialisées. Voilà pour le cadre général. La mise en place, elle s'appuie. La directe va s'appuyer largement sur les OPCO, dont certains sont présents et je les remercie d'être là. Donc, pour toutes les demandes qui concernent des entreprises de moins de 250 salariés, les demandes vont transiter via les OPCO. Donc, si besoin, on vous retransmettra la liste et les contacts et les adresses mail à contacter. Mais les entreprises doivent se tourner vers leurs OPCO par rapport à leur demande de FNE formation si elles comptent moins de 250 salariés. Si les entreprises comptent à partir de 250 salariés, par contre, là, on va passer dans un schéma différent qui sera une convention bilatérale passée entre la directe et l'entreprise proprement dite. Et donc, là, ça sera une négociation, on va dire, en bilatéral avec la directe. Alors, la directe au niveau départemental pour ce qui est de l'instruction du dossier et de la demande qui sera formulée et de l'avis qui sera donné. Et ensuite, un relais pris par notre niveau régional au niveau de la prise en charge financière via le conventionnement. Voilà sur le cadre général que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Donc, quelque chose de très large sur la typologie des formations.
eh bien, on est sur une typologie large. On n'exclut que les formations à destination du personnel placé en alternance, que ce soit des apprentis ou des personnes en contrat de professionnalisation, qui, eux, ne sont pas concernés par pas éligibles à ce FNE formation. Et ensuite, nous avons des restrictions, bien sûr, habituelles sur les formations à la sécurité obligatoires, on va dire, qui incombent aux employeurs. Mais en dehors de ça, on a un champ très large sur les thématiques de formation qui peuvent être proposées en fonction, bien sûr, de l'offre de formation qui est existante. Au niveau des coûts, les coûts sont plafonnés, enfin, les coûts recommandés sont plafonnés à 1 500 € par salarié. S'il y a des dépassements, il va falloir pouvoir les justifier par un contexte particulier, une formation particulière. Voilà. Donc ça, c'est aussi bien au niveau des OPCO qu'au niveau des entreprises de plus de 250 salariés qui interviendraient via une convention bilatérale entre la directe et l'entreprise. On regardera de près ces coûts pédagogiques qui sont proposés. Voilà, ce sont des coûts TTC, 1 500 € TTC par salarié. Voilà le plafond. Voilà, peut-être que c'était un peu touffu, confus, on peut y revenir, on va rendre. Non, je pense que c'est une très bonne synthèse déjà dans un premier temps. Voilà. Je pense que Nadine… Donc, c'est important de savoir que les entreprises qui ne sont pas placées en activité partielle ne pourront pas émarger à ce FNE formation. Ouais. C'est une précision qu'on n'avait pas forcément. Alors, juste, je rebondis une seconde parce qu'on me demande si c'est 1 500 € hors taxe. On avait parlé de 2 000 € TTC, etc. Peut-être qu'on peut y répondre tout de suite. 1 500 € TTC. 1 500 € TTC. Voilà. Allez, parfait. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être que je vais prendre le relais comme on avait convenu. Oui, tout à fait, Nadine. D'accord. Merci Sylvie pour cette présentation bien claire. Alors, bonjour, comme je vous disais à tous et à toutes. Donc, Nadine Girard de la Directe. Donc, je travaille dans l'équipe de Sylvie et j'ai en charge justement le FNE formation liée au coronavirus pour le département 06. Alors, beaucoup de choses donc, ont été dites comme je vous le disais précédemment. Je vais reprendre quelques points et en même temps, je vais reprendre les différents points abordés par le dernier question-réponse en date du 29 avril. J'ai vu passer quelques questions lors du chat là, qui vont d'ores et déjà répondre. Dans ma présentation, on va y répondre. Donc, comme vous disiez Sylvie, le FNE formation, donc lié au coronavirus, est ouvert. Le champ des formations est très large. En fait, le but, c'est vraiment permettre aux salariés de renforcer son employabilité. Donc, le champ des formations est très large. Les salariés en question sont tous éligibles, sauf les apprentis et les contrats de professionnalisation, puisqu'eux-mêmes sont pris en charge par un autre dispositif. Alors après, concrètement parlant, dans notre façon d'opérer dans le 06 et en PACA d'ailleurs, on fait la différence entre les entreprises de moins de 250 salariés et celles de plus de 250. Donc, moins de 250 salariés, les entreprises s'adressent directement à leur OPCO. Moi, j'ai fait une diffusion large justement d'une com pour expliquer cela et on vous a mis la liste des OPCO avec justement l'adresse mail pour s'adresser. Donc, le dossier est vraiment à envoyer à l'OPCO. Tout à l'heure, j'ai vu passer une question, est-ce qu'on fait le dossier en ligne à la directe? Pour les entreprises de moins de 250, dossier à l'OPCO. Pour les plus de 250, l'instruction, par contre, sera faite par la directe, c'est-à-dire par nous dans le 06, au regard du dossier. Et ensuite, le paiement et la suite du dossier sera envoyé à l'UR à Marseille, comme on le fait toujours. Donc, dans le mail de communication, je vous ai mis toutes les adresses mail. Moins de 250, comme je vous disais, les OPCO. Plus de 250, une adresse générique de la directe.
Alors, Sylvie vous a bien dit, l'entreprise doit avoir demandé de l'activité partielle. Après, le salarié qui demande de la formation, là, ou qui va suivre la formation, soit il est en activité partielle, auquel cas la formation peut même avoir un effet rétroactif depuis le 1er mars et cette formation pourra avoir lieu jusqu'au 30 juin. Alors, étant donné qu'on est confiné jusqu'au 11 mai, pour le moment, les demandes de formation que nous avons eues sont des formations en ligne. Après le déconfinement, on pourra peut-être avoir des formations en présentiel, en sachant que les organismes de formation, bien sûr, seront obligés de respecter la réglementation en vigueur, notamment la distanciation, etc. Voilà. Donc, comme je vous disais, le salarié, donc il est en activité partielle. Alors, Sylvie vous en a parlé, ça c'est important. L'entreprise, il faut qu'elle ait demandé de l'activité partielle. Pour les salariés en activité partielle, je viens de vous en parler. Maintenant, il y a une autre possibilité aussi ouverte aux salariés qui, au sein de cette entreprise, ne seraient pas en activité partielle, mais travailleraient. Eux aussi pourront suivre la formation comme leurs collègues en activité partielle. Toutefois, il n'y aura pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire que la formation, il faut la demander maintenant. Et cette formation, elle doit avoir lieu au mois de mai, en fait. C'est avant le 30 mai. Sauf mesures qui permettraient un rallongement. Pour le moment, la formation des salariés en activité doit avoir lieu entre le jour de la demande, pas d'effet rétroactif, et le 30 mai. Voilà. Alors, Sylvie vous en a parlé aussi. Les salariés qui sont en activité partielle doivent donner leur accord pour suivre cette formation. Ceci est important. Le dossier. Donc l'adhésion du salarié lorsque celui-ci est en activité partielle. Il y a un imprimé type pour demander le FNE formation, très simple à remplir. Après, il faudra mettre des annexes, c'est-à-dire quel organisme de formation a été choisi, le devis, les heures de formation, les jours, le programme et puis bien sûr le coût. Alors, par rapport au coût, j'ai vu passer des questions. Sylvie vous l'a dit, 1 500 € TTC. C'est-à-dire que, sauf bien sûr montant disproportionné par rapport au nombre d'heures, mais si le devis de l'organisme de formation est inférieur ou égal à 1 500 € TTC, les OPCO disent OK tout de suite, on va dire. Au-delà de 1 500 € TTC, c'est vrai que l'instruction est plus approfondie. Par exemple, j'ai eu des OPCO qui se sont adressés à moi pour savoir si on pouvait octroyer cette formation ou pas. Alors, les critères, c'est difficile parce que c'est vraiment au cas par cas. Tout à l'heure, je vous ai dit, le but du FNE formation, c'est de renforcer l'employabilité du salarié. Donc, par exemple, la Direct a donné un accord pour dépassement de 1 500 € pour une entreprise ou plusieurs entreprises de moins de 250 sur des formations vraiment techniques, des logiciels importants qui vont permettre à la personne d'acquérir des compétences numériques pour après pouvoir travailler, vous voyez, sur des métiers vraiment techniques. Mais c'est possible. Après, bien sûr, si les dépassements est énorme, comme je vous disais, on regarde l'instruction. Concernant les plus de 250, je vous ai dit, l'entreprise envoie son dossier constitué de la même manière à une adresse générique de la Direct. Et là, la convention sera faite avec la Direct. Alors, j'ai déjà eu quelques grosses entreprises qui m'ont posé des questions. C'est vrai que l'idéal, c'est de faire une convention globale, c'est-à-dire l'entreprise prévoit un plan de formation pour tous ses salariés. Des formations, bien sûr, peuvent être différentes, ce qui est tout à fait normal. Et l'entreprise en question sera conventionnée pour toutes les formations demandées. Et après, si j'ai envie de dire, elle a un droit de tirage, c'est-à-dire qu'elle fait ces formations au fur et à mesure que celles-ci sont programmées. Voilà pour la présentation générale. Alors, je vous disais tout à l'heure, vous avez un question-réponse. Le dernier date du 29 avril, qui reprend quand même beaucoup de thèmes concernant vos questions. Alors, notamment, à qui adresser ma demande de formation? Ça, je vous ai déjà répondu. Entreprises, secteurs éligibles, on a envie de dire tous les secteurs et toutes les entreprises ou associations, dès lors qu'elles demandent de l'activité partielle. Les salariés éligibles, on en a parlé également. En fait, c'est tous, sauf les contrats en alternance, apprentissage, professionnalisation. Si j'ai des salariés en activité partielle, d'autres non, mais que l'entreprise a demandé de l'activité partielle,
je vous en ai parlé, il y a une possibilité également de FNE formation. Les formations éligibles, alors Sylvie vous l'a bien dit, on peut dire que c'est très très large, hein, ça dépend d'un article du Code du travail, mais c'est toutes les formations qui permettent à la personne de développer ses compétences. Elles peuvent être bien sûr qualifiantes, mais aussi certifiantes, sauf les formations liées à l'obligation de l'employeur. Après, j'attire votre attention sur un petit point, je les demande d'organismes de formation qui souhaitaient mettre en œuvre des formations pour indiquer aux entreprises comment justement s'organiser dans ce cadre bien précis du déconfinement, respecter les mesures barrières, etc. Notre ministère, et notamment la DGT, a mis en ligne des fiches concernant cette obligation, en fait, hein, puisque là, justement, c'est une obligation de l'entreprise. Les médecins de prévention sont là également pour aider les entreprises dans cette période. Donc, ce genre de formation n'est pas, en fait, ne rentre pas dans le cadre du FNE formation parce que, comme je vous le disais, c'est pas de la formation, c'est de l'organisation de l'entreprise au regard de contraintes actuelles qui sont liées au Covid. Alors, les domaines, je vous en ai parlé. Durée minimum, maximum de la formation, il n'y en a pas. À part les dates dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les formations sont suivies dans le temps de travail ou hors du temps de travail. Les actions de formation sont hors du temps de travail, notamment pour les salariés en activité partielle. C'est pour ça que leur adhésion est obligatoire. Les coûts pédagogiques, on en a parlé, donc 1 500 € TTC avec des passements possibles. Il n'y a pas de frais annexes pour le moment puisqu'il n'y a pas de déplacement ni rien. C'est essentiellement de la formation à distance qui a été mise en place. Alors, certaines ont déjà été mises en place, hein. J'ai eu des demandes qui commençaient justement cette semaine, voire même la semaine dernière. Alors, qui peut faire la demande de FNE? Je vous l'ai dit, hein, toutes les entreprises en fait. Les OPCO ont été conventionnés pour toutes les demandes de moins de 205, pour les entreprises qui ont moins de 250 salariés. Les actions de formation, les dates, on en a parlé. L'entreprise s'engage, ah oui, ça c'est important, l'entreprise s'engage, lorsque les salariés donc effectuent cette formation, l'entreprise s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés formés pendant une durée au moins égale à la durée de la convention. Alors, bon, ça paraît logique, hein, puisqu'en même temps, ils se forment. Donc, le montant de l'aide, le seuil, je vous en ai parlé. Il n'y a pas de cofinancement possible, hein, du style région, FSE, etc., puisque le coût est pris par la directe, enfin par l'État. Ensuite, il y a des cas particuliers par rapport à la réglementation de la formation à distance que je vous laisserai découvrir parce que je pense que j'ai pris beaucoup de temps déjà sur notre timing et que c'est peut-être le moment d'aborder le côté OPCO, Jean-Marc Boger, que je vois sur mon écran, et puis les questions-réponses. Merci de m'avoir écouté. Merci Nadine. Jean-Marc, à toi. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous. Alors oui, je suis dans le Acto, hein, donc précisément Acto réseau FAFI, donc pour le secteur hôtellerie et restauration. Mais je sais qu'il y a plein d'OPCO parmi nous, donc je les salue. Et je me permets de dire que aussi bien Acto que l'ensemble des OPCO est sur le pont. En fait, au niveau du FNE, on a pris le taureau par les cornes, je crois, assez rapidement parce que c'est un enjeu important, hein, évidemment, pour les entreprises, pour les salariés en activité partielle, de pouvoir bénéficier de ce dispositif. On a, je crois, tous passé une convention, hein, au niveau régional avec la directe, puisque les conventions OPCO se passent au niveau régional. On a dû, en tant qu'OPCO et au niveau d'Acto, bien sûr, mettre en place un process rapidement, un process efficace pour traiter l'ensemble des demandes, déjà les recevoir de la part des entreprises et de la directe. C'est pour ça qu'on a mis en place une adresse mail et chaque OPCO, me semble-t-il, a fait la même chose, hein, adresse mail générique qui vous a été communiquée par le biais de l'espace de conversation. Très important, c'est notre lien en fait avec la directe et avec les entreprises et les organismes de formation. Le gros défi pour nous, c'est de traiter rapidement les demandes, puisqu'effectivement,
les délais peuvent être courts, hein, on l'a signifié. On a là une date qui est fixée au 30 juin pour la réalisation des actions de formation. Donc, c'est un délai court. Les organismes de formation et les entreprises ont besoin de réponses rapides. Donc, ce que l'on peut s'engager à faire, évidemment, c'est déjà un mail d'accord de principe. Et ensuite, effectivement, récupérer l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour traiter administrativement le dossier. Le dossier de formation est un dossier classique, en fait. On aura besoin d'une convention, d'un programme, d'un dossier de prise en charge, mais se rajoute en amont un certain nombre d'éléments. La preuve, effectivement, que l'entreprise est bien en activité partielle, la preuve que le salarié a bien donné son accord, cette fameuse petite convention aussi, cette demande de subvention FNE entre l'entreprise, venant de l'entreprise. Voilà, quelques petits documents particuliers qui nous seront nécessaires pour effectivement valider complètement le projet. Beaucoup de choses ont été dites, je vais pas m'étendre parce que par ailleurs, je vois passer toutes les questions, donc je pense qu'il faut vraiment laisser l'espace aux questions. Il me tarde d'apporter réponse à quelques-unes. Je pense qu'on ne vous entend plus. La directe pourra faire évidemment de même. Voilà, donc évidemment, nous sommes disés, je me permets de dire qu'on se doute que l'activité partielle risque dans certains des petits problèmes de se poursuivre. Donc voilà, je pense qu'il est important de pouvoir inscrire l'année 2020. Voilà, je laisse la parole peut-être à quelques collègues OPCO. Luigi. Oui. Peut-être Dominique en premier, je t'ai vu dans un coin, Dominique. Dominique, est-ce que tu peux connecter le son? Est-ce que tu souhaites intervenir? Oui, Dominique, maintenant, normalement, peut intervenir. Elle n'avait pas le son tout à l'heure. Il peut lui-même mettre le son sans problème. Je le cherche. C'est une femme. Oui, je la cherche, pardon. Ah oui, Dominique. Alors, elle est là. Allô? Dominique. Non, elle n'a peut-être pas de micro. Peut-être qu'elle nous entend, mais qu'elle ne peut pas nous parler. Alors, d'autres OPCO sont vraisemblablement présents. Est-ce qu'un OPCO veut se signaler? Ou est-ce que vous êtes particulièrement timide? Bonjour, c'est Delphine de l'OCO-EP. Bonjour Delphine. Bonjour. Donc du coup, chez nous, ça fonctionne exactement comme Jean-Marc l'a dit. On a des boîtes mail génériques pour le 06 et pour le 13. Les dossiers sont envoyés dessus. Et après, nous, on fait en interne le dispatch en ce qui concerne les ex-périmètres PEPS, AGFOS, etc. pour que ça soit transparent pour vous. Et quand on reçoit des demandes par mail, ensuite, c'est chaque conseiller qui reprend contact avec les entreprises pour leur expliquer comment ça fonctionne, où saisir, etc. pour avoir un accompagnement, entre guillemets, personnalisé. Donc, après, sachant que pour les moins de 50, s'il y a des personnes qui sont de notre secteur, je vous invite à nous contacter parce que les mesures, elles sont légèrement différentes, un peu plus favorables, les dates sont plus grandes, etc. Dans ce cas-là, je vous invite soit à me contacter sur le Zoom, soit à nous envoyer des petits mails, comme ça on peut vous répondre parce que sinon, on va mélanger les moins de 50 et les plus de 50 et ça risque d'être confus après pour vous. Donc, s'il y a des personnes qui sont contactées, n'hésitez pas à venir vers nous. Deux petites remarques quand même. J'ai vu passer un certain nombre de questions. Par exemple, quels sont les contacts OPCO? Donc, je vous ai fait passer plusieurs fois différents liens vers des documents qui précisent, par exemple, les contacts OPCO. Pour PACA, que l'on soit bien clair, parce que la question a été posée, par exemple, est-ce que c'est pareil dans le Var? Oui, ce sont les mêmes contacts pour PACA. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que, et là je parle effectivement sous le témoignage de la directe, les modalités de mise en œuvre en PACA ne sont pas nécessairement les mêmes que dans d'autres régions. Donc attention quand même, pour des entreprises qui seraient sur d'autres régions, voire des OF qui interviennent pour des entreprises dans d'autres régions, de bien vérifier sur les sites des directs, en général c'est très bien détaillé maintenant, les modalités spécifiques de mise en œuvre. Est-ce que la directe vous confirmez ce que je viens d'annoncer? Oui, moi je confirme. Autre OPCO qui souhaite intervenir?
Bon, a priori, non. Si, bonjour. Olivier, je souhaite que tu nous dises 2 mots. Olivier Robert. Attends, Luigi, on avait quelqu'un qui voulait intervenir. Oui, on a quelqu'un qui est… Alors, Gwendoline Jacquet, Opco Mobilité. bonjour Gwendoline. Donc effectivement, je vais confirmer ce que mes homologues ont dit au niveau de l'Opco, donc mobilité, que ce soit sur le secteur transport, logistique, service ou sur le secteur de l'automobile. Nous avons aussi en interne des adresses mail spécifiques et les entreprises peuvent bien entendu nous contacter pour qu'on puisse les aider à monter les dossiers également si besoin. Ok, merci à toi Gwendoline. Est-ce qu'un autre OPCO souhaite intervenir? A priori, on a Constructis, l'OPCommerce. Yann, est-ce que tu es là? Non. Tu n'as pas de demande d'OPCO? Bien, nous passons. Alors peut-être Olivier. Est-ce qu'Olivier Robert? Notre MEDEF régional, où es-tu? Non. Olivier, est-ce que tu as le son? Bon. Bon. Ben, je crois qu'on peut immédiatement passer aux questions-réponses. Si quelqu'un souhaite intervenir plus tard, il pourra le faire. Voilà. Alors, vous avez été très, très nombreux à poser des questions. On a déjà plus d'une 50aine de questions qui sont arrivées. Alors, je pense que sur les premières, on a déjà répondu à pas mal de questions. J'ai Nicolas Rabouin. Est-ce qu'il a un micro? Est-ce qu'il souhaite intervenir? Parce qu'il a eu beaucoup de questions. Si vous voulez en poser quelques-unes. Oui, bonjour à tous. Bonjour. On a passé une demande auprès de la Directe. Je voulais savoir, on n'a pas eu de retour de la part de la Directe. Est-ce normal? Est-ce le processus? Est-ce que silence vaut acceptation? Est-ce que Nadine ou Sylvie veulent répondre? Bonjour. Alors, une demande auprès de la Directe, comme je vous disais, pour les entreprises de moins de 250, c'est directement à l'OPCO. Non, c'est plus de 250. Alors, c'est plus de 250 dans le 06? Oui. Oui, alors personnellement, vous pouvez dire quelle entreprise c'est ou pas? Oui, c'est le Carlton. Oui, alors je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Vous l'avez déposé sur la boîte générique PACA, mutation, la boîte indiquée? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Alors, elle est peut-être encore au niveau du siège et elle va nous arriver. Vous l'avez déposée quand? Il y a à peu près 15 jours, 3 jours après le lancement du FNE. Oula, 15 jours. Alors là, ça me paraît bizarre parce qu'on a fait des recensements d'entreprises qui ont déposé des demandes et dans le 06, c'est bien Carlton à Cannes. Oui, tout à fait. Ouais. Non, je n'ai pas cette demande. Alors, si vous avez mon mail, peut-être que vous pouvez me l'envoyer directement et je verrai avec le siège. Oui, on fait comme ça. On fait comme ça. J'avais ça comme question. J'avais aussi la période. On a parlé du 31 mai ou du 30 juin. La formation doit être entièrement réalisée avant le 30 juin, feuille d'émargement, rendu, etc. Oui, alors jusqu'à présent, comme je vous disais, c'est pendant l'activité partielle des personnes. Oui. C'est le cas là. Ce sont des personnes qui sont en activité partielle. Oui. Après, la difficulté qu'on a dans l'hôtellerie-restauration, c'est qu'on n'a pas de lisibilité sur la période de chômage partiel. Elle risque de se prolonger. Donc, on entame des démarches FNE, etc., mais on ne sait pas vraiment jusqu'à quand. Donc, quid aussi des formations qui sont engagées et qui risquent de se terminer alors que l'activité aura repris. Oui, alors c'est vrai que là, dans le texte, c'est le 30 juin. Je ne peux pas vous dire autre chose. Peut-être que ça va être prolongé. C'est vrai que le déconfinement de l'hôtellerie-restauration, ce n'est pas pour tout de suite non plus. Jusqu'au 30 juin, ce sont des formations à distance, je suppose. Oui. Oui, donc ça vous laisse quand même pas mal de marge parce qu'on ne peut pas faire des formations à distance sur une période trop longue non plus. Ça ne vous va pas la marge jusqu'au 30 juin? Si, mais c'est aussi je pense, pour tous les organismes, etc. D'accord. Alors après, vous savez comment c'est, les réglementations évoluent au regard
des possibilités de déconfinement ou pas, enfin, vous voyez, beaucoup de critères. Donc, le 30 juin, c'est une date butoir pour l'instant qui est liée, en fait, à l'activité partielle qu'on octroie jusqu'au 30 juin, vous voyez. Mais on peut supposer que ça pourra perdurer, en fait. Je ne sais pas, là, je n'ai pas encore de données. Je n'ai pas de boule de cristal. D'accord. Merci pour vos réponses. Juste donc Dominique nous fait dire qu'elle n'a pas accès au micro, mais elle a adressé un mail à tout le monde, hein, précisant que pour ce qui concerne Acto Réseau FAFTT, les demandes peuvent être déposées sur leur espace entreprise pour les entreprises de moins de 250 salariés et qu'elles seront donc traitées rapidement. Voilà. Autre question? Alors, autre question. On en a plusieurs qui regroupent la typologie des formations. Alors, je vais les regrouper. Tout à l'heure, Nadine a précisé les types de formations acceptées. Elles peuvent être qualifiantes et certifiantes. Nadine? Oui, bien sûr, qualifiantes, certifiantes, dès lors que les compétences sont développées. Voilà. Le centre de formation doit-il être référencé Datadoc? Alors, oui. Oui. Parfait. Il doit respecter tous les critères qualité de l'article concerné, donc il doit être référencé Datadoc. Puisqu'il y a des fonds publics, okay, donc on revient toujours à la même règle, référencé Datadoc. Est-ce que la directe me le confirme? Oui, alors je suis en train de regarder. Là, dans le question-réponse, hein, effectivement. Oui. En termes de certification. Jean-Marc? Oui, bien sûr, oui. Datadoc. Sur des fonds publics, hein, de toute façon, donc. Ben voilà. Au fonds de subvention, il faut effectivement être datadocké. Hein. Oui, alors il y a des exigences de qualité hein, dans les organismes mentionnés donc, à l'article du Code du travail qui permet les formations, c'est l'article 63-51.1, restent soumis aux exigences de qualité. C'est un décret de 2015 qui est relatif à la qualité des actions de formation professionnelle continue. Je vous rappelle que j'ai fait passer plusieurs fois le message avec les différents liens dans le question-réponse. Donc, vous devez retrouver dans la ligne des conversations les différents liens. Vous avez le lien effectivement vers les adresses des OPCO pour PACA. Vous avez le lien vers le dernier question-réponse donc du 29 avril. Et vous avez aussi le lien vers le document attendu sur les modalités de déconfinement des organismes de formation à partir de lundi prochain. La ministre avait annoncé que théoriquement aujourd'hui, on doit avoir le document spécifique lié à l'activité d'organismes de formation. Voilà, donc récupérez ces liens, faites-en des copier-coller et ensuite accédez aux différents documents. Je viens de remettre les liens dans le chat à l'instant. Voilà. Ça part en dernier. J'ai une question d'un groupe national qui demande « Pourrions-nous avoir la liste des adresses et les adresses de toutes les directes de France ?» Est-ce que ça, on peut le trouver quelque part? Oui. Sur le site du ministère du Travail, il y a toutes les directes. Et sur le site aussi concernant les organismes de formation, les déclarations, etc., il y a l'adresse de toutes les directes. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait les bonnes adresses mail liées au FNE formation. Mais sur le site du ministère, ça doit y être, non? Nadine? Oui, alors les adresses génériques des directs, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a les adresses du FNE formation? Je ne suis pas sûre. Mais normalement, moi par exemple, on me reroute des demandes qui ont été adressées à l'adresse générique de la directe PACA UD06. Donc après, je pense que les référents FNE de chaque département répondent ou indiquent la bonne adresse de la personne qui s'occupe du FNE. Maintenant, dès lors que vous connaissez les régions, je pense qu'en tout cas, j'ai visité plusieurs directs régionales. Il y a un item FNE formation avec l'ensemble des explications. Donc, je pense qu'en tapant direct de telle région, il y a toutes les chances pour que vous ayez une rubrique FNE formation avec les liens vers les tableaux OPCO et l'adresse directe. Pour PACA, vous l'avez. Et pour plusieurs autres régions aussi. Donc, à mon avis, vous devez le retrouver comme ça.
Alors, on va revenir sur le sujet des formations parce que apparemment, on n'a pas été assez loin. On Il y nous a demande quelqu'un si… qui vient de passer, Elisabeth, donc du CARIF Espace Compétences, vient de passer une information là sur http://directgouv.fr. Vous avez l'entrée de toutes les directs. Oui, mais l'adresse générique. OK. Par contre, pour l'adresse spécifique liée au FNE, je pense qu'il faut aller sur les sites des directs régionales et vous avez normalement une adresse spécifique. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les formations certifiantes qualifiantes? Plusieurs personnes nous demandent si elles doivent être obligatoirement certifiantes et qualifiantes, ou l'un ou l'autre d'ailleurs, ou pas du tout. Est-ce que ça marche aussi si elles ne le sont pas? Oui, je veux bien prendre la main là-dessus. Non, pas obligatoirement certifiante ou qualifiante. Hein. Non, non, c'est large. Ouais, Développement de compétences. ouais, c'est vraiment tout ce qui n'est pas obligatoire pour l'employeur. Donc, des cours d'anglais qui n'amènent pas un TOEIC, c'est bon. Voilà, hein. Une formation à la cuisine de 14 heures, c'est bon. Enfin, voilà, tout est bon. Tout est bon. On est de toute façon plutôt sur des formations courtes, comme ça a été dit. Peut-être un ou deux points complémentaires, si je puis me permettre, Luigi. Effectivement, on a ce cadre de l'activité partielle qui, pour beaucoup de demandes, effectivement, va jusqu'au 30 juin. Voilà. Donc, on inscrit des formations dans cette temporalité-là. Ce que l'on a eu comme information, c'est que pour les salariés qui étaient en activité partielle et qui commencent une formation et pour lesquels on a donné un accord, notre accord tiendra toujours si ce salarié n'est plus en activité partielle, mais retourne en activité, alors même que l'entreprise continue à être en activité partielle. D'accord ? Donc, le fait que l'individu change de statut, on va dire, ne remettra pas en cause notre accord de prise en charge. Encore une fois, si l'entreprise en tant que telle est toujours elle-même dans sa période d'activité partielle. On a cette date du 30 juin. Alors, voilà, on a un regard quand même un petit peu plus large parce que l'entreprise a la possibilité de faire des programmes un peu prévisionnels quand même. Hein. Et on ne s'arrête pas, nous, automatiquement à la date du 30 juin. Si l'activité partielle continue, eh bien, les prises en charge pourront continuer après le 30 juin. La convention qu'on a signée en tant qu'OCTO avec la Directe PACA va jusqu'au 31 décembre. Donc, notre convention peut couvrir jusqu'au 31 décembre les dépenses de formation pour les entreprises qui sont en activité partielle. Donc, ce qui va compter pour nous, c'est effectivement la période d'activité partielle de l'entreprise. Et c'est vrai, hein, c'était rappelé par la Directe à ce jour, va généralement jusqu'au 30 juin, mais qui pourra à l'avenir aller un petit peu plus loin. Dans le cas où une action de formation a commencé alors que l'entreprise est en activité partielle, mais se finit alors que l'entreprise n'est plus en activité partielle, ça veut dire que là, la prise en charge, pour le coup, elle serait partielle. D'accord ? Elle s'arrêtera dans le cadre du FNE au moment où l'entreprise n'est plus en activité partielle. Et ensuite, c'est à l'entreprise de prendre le complément ou éventuellement à l'OPCO sur des fonds, plan de développement des compétences que l'on pourrait mobiliser. Vous voyez, donc on va naviguer avec cette, on va faire cette gymnastique là. C'est pour ça qu'il est important, encore une fois, je le répète, mais que les entreprises contactent bien via le mail un peu générique au niveau des OPCO ou les contacts qu'ils peuvent avoir en direct, qu'ils contactent bien leur OPCO pour juger au mieux quelle stratégie mener par rapport à ces dispositifs. D'autres questions? Alors oui, on en a énormément qui arrivent. Sur le paiement de ces formations, est-ce qu'on peut revenir dessus, dire comment ça va se passer précisément? Est-ce que c'est la Directe? Est-ce que c'est l'OPCO? Qui va financer? Qui va régler? Qui va payer? Etc. Et ensuite, également, sur les salariés, alors il faut que je retrouve la question après, Nadine ou Luigi ou Sylvie, est-ce que quelqu'un peut répondre déjà sur le règlement et je retrouve les questions
Je crois que le règlement, c'est plutôt entre la directe et l'OPCO, selon les modalités de mise en œuvre. Alors, oui, juste, pardon, je me permets. Jean-Marc, oui. Pour les moins de 250 salariés, c'est l'OPCO qui prend en charge. Et évidemment, ce que l'on préconise très fortement, c'est la subrogation de paiement. C'est l'OPCO qui paiera directement le coût pédagogique à l'organisme de formation. L'OPCO a une convention avec la directe. Donc, l'OPCO a demandé des fonds à la directe. D'accord ? Donc, c'est l'OPCO qui paye l'organisme de formation et se fera donc rembourser via la subvention de la directe. Cela vaut pour les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les plus de 250, Sylvie ou Nadine, les modalités de règlement? Oui, tout à l'heure, je vous disais, nous, tous les paiements sont faits au niveau régional. Donc, c'est l'UR de Marseille qui paiera aussi directement. D'accord. Une question, l'employeur peut-il refuser à un salarié de faire une formation dans le cadre de ce dispositif? La directe. Alors, est-ce qu'il peut refuser dans le cadre de ce dispositif? C'est les employeurs qui demandent. Alors, ce sont les employeurs qui demandent. Enfin, dès lors que la formation, comme je vous disais, permet aux salariés de développer ses compétences sur un champ qui intéresse l'employeur, je ne vois pas pourquoi il refuserait. Oui, Nadine, tu as raison, mais en fait, il y a une convention de formation. C'est un dossier classique ensuite. C'est-à-dire qu'il y a une convention de formation entre l'entreprise et l'organisme de formation. Donc, si l'employeur n'est pas d'accord pour cette formation, pareil, ici, une convention. Un accord de l'employeur, un accord du salarié aussi. Je poursuis la formation. Voilà, il faut les deux. Donc, il faut une convention entre les deux déjà. Oui. Alors, on va revenir maintenant. Pour moi, les deux doivent être d'accord, effectivement, l'employeur et le salarié. Effectivement, le dossier se fait entre l'OPCO ou la directe pour les entreprises de plus de 250 avec accord du salarié et c'est l'employeur qui demande, vous voyez. Donc, bien sûr. Pour moi, tout le monde est d'accord. D'accord. Alors, question que je vais regrouper. On me demande si on peut les faire en intra, en inter. Est-ce que c'est obligatoirement dématérialisé? J'ai regroupé plusieurs questions à ce niveau-là. Donc, peut-être répondre de manière groupée sur ce qu'on peut faire en virtuel, en pas virtuel, en intra, en inter, etc. Qui prend la main? La directe, l'OPCO. La directe, oui. Question piège. La directe et l'OPCO. Alors, déjà, la formation doit être faite dans les règles de sécurité, comme je vous disais. Donc, actuellement, on est plus sur de la formation à distance. Moi, toutes les demandes que j'ai vues passer sont des formations à distance. Après, si dans le cadre du déconfinement, à partir du 11 mai, peut-être que certains organismes de formation qui se seront organisés proposeront des formations en présentiel. Auquel cas, il n'y a pas de problème, vous voyez. Mais pour le moment, c'est vraiment à distance. D'accord. Au moins jusqu'à lundi. Au moins jusqu'à lundi, exactement. Voilà. Alors, on nous pose la question, quid des formations de secouristes au travail ou de représentants du personnel? Elles ne sont pas autorisées? Point d'interrogation. Excusez-moi, je coupe le micro. Jean-Marc? Non, c'est pas à moi celle-là. Celles qui concernent les représentants du personnel, normalement, on dirait qu'elles ne sont pas éligibles, effectivement. Ça, c'est un budget spécifique, normalement, qui est mobilisé pour ces formations. Voilà. Après, la formation SST, pour moi, n'est pas obligatoire en tant que telle. C'est bien d'avoir des personnes formées au SST en entreprise. Mais moi, je considère, mais ce n'est pas trop à moi de répondre pour le coup, qu'elle peut être éligible effectivement. Elle peut être éligible effectivement au FNE. Il n'y a pas d'obligation de l'employeur
pour former les salariés en SSC. Il faut en avoir dans son entreprise, mais on peut en former autant qu'on veut quelque part. Là, je suis sur un fil rouge, donc la directe peut peut-être confirmer. On peut aussi poser une question. On a exclu, alors, ce qu'on disait tout à l'heure, on a exclu toutes les formations qui sont obligatoires pour l'employeur. Oui, alors, celles qui ne sont pas obligatoires. On est quand même toujours dans les mêmes… En fait, l'article du Code du travail, exactement, c'est comme… alors, les actions éligibles sont celles qui sont prévues premièrement, deuxièmement et troisièmement de l'article L6313-1 du Code du travail. Voilà, celles-ci qui permettent d'obtenir des qualifications mentionnées du même code, réalisées à distance pendant le confinement, justement. Alors, à l'exception des formations relevant de l'obligation de formation générale à la sécurité incombant à l'employeur. Et là, ce sont les articles L4121.1 et L4121.2 du Code du travail. Ils sont exclus, comme je vous l'ai dit précédemment aussi, les formations par apprentissage ou alternance. Il y a une remarque, effectivement, qui est très pertinente, concernant donc la notion de demande du salarié ou d'accord du salarié. Impératif, l'accord du salarié. On est dans le cadre de suspension de contrat de travail, donc on a besoin de l'accord du salarié. On ne peut pas lui imposer de suivre la formation. Ah oui, oui. Alors, une question. Est-il possible d'utiliser le budget de 1 500 € dispatché entre plusieurs formations pour le même salarié? Ah oui, elle est récurrente cette question. Oui, mais on ne l'a pas encore posée aujourd'hui. Non. Alors, on en a parlé hier justement avec Luigi, Jean-Marc Bouget, etc. J'ai fait remonter cette question au niveau de l'UR. On n'a pas encore la réponse, comme disait Luigi, c'est un dispositif qui s'est mis en place et au fur et à mesure, les questions arrivent avec leurs particularités. Si j'ai bien compris la question, c'est est-ce qu'on peut utiliser 1 500 € qui est le plafond, donc TTC, en plusieurs formations pour un même salarié? Oui. Alors, logiquement, mais cette réponse n'engage que moi. Comme je vous disais, je n'ai pas la réponse officielle. Logiquement, on peut supposer que oui, effectivement, un salarié pourrait faire une première formation, je dis n'importe quoi, qui durerait, admettons, une journée ou deux, enfin X heures sur un sujet, et puis une deuxième, peut-être complémentaire à la première ou pas. La première étant à 600 € TTC, par exemple, la deuxième à 500 € TTC, ça ne dépasse pas les 1 500, puisqu'on dit c'est 1 500 € TTC par salarié. Voilà. Bon, comme je vous disais, il faut quand même attendre une réponse officielle. On pourrait supposer que oui, mais il vaut mieux attendre une réponse officielle. Mais a priori, ça ne semble pas incompatible. Voilà, oui, ça semble logique. Et avec la logique. D'accord. Est-ce qu'on peut redonner les dates de l'activité partielle? C'est une question qui revient souvent. Ou la période de FNE et après la période où le FNE pourra être pris en charge. Alors, les dates de l'activité partielle, les dates de l'activité partielle, c'est selon le besoin de l'entreprise. Bon, toutefois, c'est vrai que jusqu'à présent, on a l'activité partielle jusqu'au 30 juin, voilà, au niveau de la directe. Donc, les entreprises demandent l'autorisation de l'activité partielle, peuvent même demander au-delà, mais c'est jusqu'au 30 juin. Ensuite, mois par mois, elles déclarent les salariés en activité partielle pour se faire rembourser la part qui est remboursable par l'État. Vous voyez, voilà. Si vous voulez, il y a une demande d'activité partielle et après, il y a un droit de tirage au regard des salariés qui sont en activité partielle jusqu'au 30 juin. Concernant le FNE formation, il a été mis en place en avril. Toutefois, on accepte les demandes avec un effet rétroactif qui part du 1er mars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les salariés en question étaient en activité partielle.
et on fait une formation qui rentre dans ce cadre, à distance, etc. Et donc, a posteriori, pourront demander la prise en charge de cette formation, comme on l'a dit, à hauteur de 1 500 € TTC, etc. Pour les salariés en activité partielle. Si jamais un salarié a fait une formation dans cette période mais n'était pas en activité partielle, ça ne marche pas. Ensuite, la date limite dans l'autre sens, c'est le 30 juin pour tous les salariés en activité partielle et possibilité pour une entreprise qui a de l'activité partielle, mais pour certains salariés qui ne sont pas en activité partielle, de les faire former. Alors, à partir de la date de la demande, donc ça ne peut être qu'à partir d'aujourd'hui ou demain, et ce jusqu'au 30 mai, juste pour cette catégorie de personnes, c'est-à-dire qui ne sont pas en activité partielle. Donc, résumé, si le salarié est en activité partielle 1er mars, 30 mai pour le FNE formation, si le salarié n'est pas en activité partielle, mais que l'entreprise a quand même de l'activité partielle, la demande à ce jour, pas d'effet rétroactif, jusqu'au 30 mai. Très bien. Pour le moment. Hein. Pour après, le moment. comme on disait précédemment, retenez bien pour le moment. Et voilà, après, comme on disait précédemment, ça pouvait être prolongé. Même, on peut supposer prolongé pour certains secteurs. Je pense à l'hôtellerie-restauration qui ne sera pas déconfinée le 11 mai. Voyez. Mais, comme je vous le disais, je ne peux pas m'engager là-dessus. Il faut voir les évolutions. Nous avons souhaité effectivement animer cette conférence aujourd'hui. Alors, d'aucuns pourraient dire de façon prématurée, puisqu'effectivement, on a quand même un certain nombre de réserves par rapport effectivement à la situation. Mais d'un autre côté, vous mesurez l'urgence. C'est-à-dire qu'en clair, il faut une véritable agilité, tant de la part des organismes de formation que des entreprises, dans la mise en œuvre de ce dispositif. On a peu de lisibilité déjà, par exemple, sur les différentes activités dans la mise en œuvre opérationnelle de la reprise la semaine prochaine, même si on a déjà quelques consignes. On attend encore pour plusieurs activités quelques consignes. Donc, tous les éléments, effectivement, il faut suivre l'actualité. Au niveau de l'union patronale, on communique effectivement énormément avec les adhérents sur toute l'actualité emploi-formation. Dans le cadre du courriel, on communique voire plus souvent, mais il faut suivre. Effectivement, on est dans une période extrêmement complexe et je pense que c'était important de faire quand même ce point d'étape aujourd'hui. Oui, merci Luigi de le préciser. Les sujets comme l'activité partielle et le FNE formation évoluent en fait au fil des jours. Très bien. Alors, j'ai Dominique Sautecoeur qui nous demande si les CACES sont-ils éligibles. Tu es du même OPCO, tu peux peut-être répondre, oui. Jean-Marc. Non, mais c'est des questions qui ont été posées aussi à la directe pour être pour obtenir. Pour être sûr de la réponse. Après, voilà, il y a des formations qui touchent à la sécurité des consommateurs, par exemple. Je pense à l'hygiène alimentaire ou à HACCP. Ça, c'est pour nous, Acto, c'est éligible, évidemment, puisque ce n'est pas la sécurité du salarié en tant que tel. On est bien là sur une autre notion de sécurité. Donc, c'est toutes ces analyses qu'il faut faire au cas par cas, action de formation par action de formation, pour voir si effectivement on est bien dans le domaine de l'obligatoire pour l'employeur vis-à-vis de l'activité de son salarié, d'accord, ou si on est sur des formations qui sont importantes pour la sécurité des consommateurs ou d'autres voilà, ou des clients. C'est un peu cette analyse qu'il faut faire en fait. Donc, à chaque fois. Oui, je l'avoue, cette notion de hors formation, hygiène, sécurité entraîne quelques débats. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des débats autour de ces thèmes. Régulièrement. Alors, j'ai une autre. Pardon. J'ai une autre question. Une entreprise multisite peut-elle conventionner bilatéralement avec la directe du département de son siège social pour toutes ses demandes de financement FNE de tous ces sites situés dans différents départements?
Oui, ben oui, oui, oui. Une entreprise qui a le siège dans un département et puis ensuite des établissements dans différents départements en France peut faire une convention globale en fait pour tous les sites et tous les départements. Elle peut le faire là où elle a son siège, par exemple. Super, merci. Et demande à plusieurs endroits pour les mêmes choses. Ah, je n'ai pas entendu la question. Alors, y a-t-il un dispositif similaire au FNE pour tous les TNS et les professions libérales et auto-entrepreneurs? Qui veut répondre? Il y a des choses de l'AGFIS, il y a des choses du FIFPL. Ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs plus favorables, mais il faut aller sur les sites FIFPL, AGFIS. Là, je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui a plus de précision, mais j'ai vu passer des choses, effectivement, où ils mobilisent aussi des dispositifs spécifiques et plus avantageux en termes de formation. La formation interne est-elle finançable au FNE? Débat qu'on a eu. La formation interne faite par un formateur interne sans coût pédagogique ni rien n'est pas éligible puisque, je vous le disais, il faut un devis de l'organisme de formation avec un programme, des dates, etc. Donc, c'est bien formalisé. On passe par un organisme de formation. Sauf pour un organisme de formation qui forme ses propres salariés, auquel cas il a bien un numéro de déclaration d'activité, d'une part, ou pour une entreprise qui a son organisme de formation. Les réponses directes, Acto. Ça, c'est le grand sujet débat d'hier aussi. Je te laisse répondre, Jean-Marc. Oui, alors, par rapport aux organismes de formation qui formeraient eux-mêmes leurs salariés, c'est ça ta question, Luigi? Oui, donc ils sont… L'entreprise qui a son propre organisme de formation. Si l'entreprise a son propre organisme de formation datadocké, c'est un organisme de formation. Voilà. Effectivement, je crois que par ailleurs, sinon, la formation interne faite par un service de formation structuré n'est pas éligible au FNE, effectivement. Mais s'il existe un organisme de formation datadocké au sein de l'entreprise, ben, oui. Et idem pour l'organisme de formation qui veut former ses propres salariés, avec une réflexion sur les coûts. Sur les coûts, voilà. Hein, que les coûts soient vraiment proches en fait, du salaire du formateur, qui n'est pas, on n'imagine pas forcément de marge en fait effectuée par l'entreprise pour l'entreprise, on va dire comme ça. Alors, une petite réflexion quand même justement par rapport aux notions de coûts et dans la mise en œuvre effectivement du FNE formation. Première réflexion de l'importance que le dispositif se déploie, en particulier dans les Alpes-Maritimes, restons chauvins. J'y suis, et nous y sommes tous, extrêmement favorables, de l'intérêt du développement des compétences des salariés et de, disons-le clairement aussi, de la capacité pour les organismes de formation qui, pour nombre d'entre eux, sont en difficulté dans la mise en œuvre déjà de la réforme de la formation pro, opportunité effectivement de développer l'activité, on ne peut qu'applaudir. Avec quand même quelques réflexions concernant les coûts. Si dans un premier temps, on imaginait qu'au fond, c'est un petit peu un message qui a tendance à aujourd'hui perdurer, il y a un budget de 1 500 €, ça passe à tous les coups. Faux. Je crois qu'il faut quand même, et d'ailleurs ça a été rappelé par la DGEFP lors d'une visioconf il y a quelques jours au niveau du GAF, il y a quand même une vigilance sur les coûts. Il ne faut pas que les coûts soient surdimensionnés. Il ne s'agit pas de dire c'est 1 490 € par salarié pour une journée et il y a 20 salariés de l'entreprise qui vont participer à la même session. Donc là, bon, c'est vrai que je raisonne un peu dans l'absurde, mais il y a quand même une approche en termes de coûts. Je voudrais avoir vos réponses et directes et actes. Oui, alors réponse de la directe, tout à fait. Je l'ai souligné tout à l'heure dans ma présentation. On dit 1 500 € avec accord presque systématique, mais c'est presque, c'est effectivement. Si le coût est surdimensionné, l'OPCO, ça m'est arrivé,
l'OPCO nous saisit pour discuter, ou l'OPCO fait son instruction justement en regardant un petit peu ce coût et peut-être se rapproche de l'organisme de formation. Ou, voilà, c'est pas, faut pas non plus faire n'importe quoi parce que c'est 1 500 € plafond, quoi. Vous voyez, tout à fait. Tu as raison, Luigi, de le souligner. Jean-Marc? Oui, je confirme complètement. On est en plein dans notre métier aussi. Et la directe nous a bien reprécisé qu'on était tout à fait en droit de refuser des actions de formation parce que ce coût était exorbitant. Alors, forcément, comme on le fait habituellement, on contacte l'entreprise, on contacte l'organisme de formation pour qu'ils nous expliquent comment ils ont calculé leurs coûts. Et puis, on reprend la règle de 3 pour refaire les calculs avec eux et faire en sorte que effectivement, le coût soit raisonnable, soit correspondant au marché, en fait. Alors, une petite réflexion aussi, les OPCO portent effectivement les différents accords de branche et disposent quand même de ressources financières sur certains dispositifs. Le FNE formation est certes une opportunité, mais ce n'est pas la seule. Et je pense qu'effectivement, il est important dans les relations avec les OPCO que soit pris en compte l'ensemble des paramètres concernant les possibilités, selon les dispositifs, effectivement, d'abonder. On a, par exemple, des dispositifs particulièrement favorables ces temps-ci sur la VAE. Certes, le FNE peut aussi financer, mais savoir qu'effectivement, l'OPCO reste quand même le référent dans les différents dispositifs qui peuvent être mobilisés, et notamment en lien avec les différentes branches pro. Jean-Marc? Oui, je crois que je l'ai signifié tout à l'heure. Alors, forcément, là, on est mobilisé sur le FNE. Donc, c'est le FNE qu'il faut mobiliser. D'accord? Après, il se peut qu'au cas par cas, je vais vous donner une réponse politique, au cas par cas, effectivement, on mobilise des ressources OPCO sur le plan de développement des compétences parce qu'on peut le faire. Mais là, c'est automatiquement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Éventuellement, il existe une obligation conventionnelle, mais je pense que là, l'objet principal, c'est de mobiliser le FNE. Tout le monde les fonds sont présents, sont mobilisables, donc on s'inscrit dans une démarche FNE en grande majorité. Et au cas par cas, si vraiment une autre solution doit être apportée par des fonds propres à l'OPCO, c'est ce que nous ferons. L'objectif principal est que le salarié et l'entreprise puissent bénéficier de la formation. Voilà. Alors après, avec une réflexion concernant l'ingénierie de parcours, le FNE, a priori, a quand même une durée de vie limitée. Rien n'interdirait effectivement qu'un parcours de formation démarre en FNE pour se poursuivre sur un autre dispositif de type CPF, voir si tout va bien et qu'on a des accords étendus, PROA ou autres. C'est-à-dire de réfléchir peut-être même à de l'ingénierie de formation et de parcours. Des remarques, Jean-Marc, ça te fait rire? Est-ce qu'on pose une dernière question? Ça convient à tout le monde? J'en ai une justement intéressante. Si une entreprise n'est pas à jour de cotisation car première année d'exploitation et moins de 50 salariés, comment ça se passe? Parce qu'elle vient à peine d'exister. Exactement. Bon, est-ce qu'elle sera prise en charge? Elle est réputée à jour. Ouais. Je vais me permettre même d'étendre. Si l'entreprise n'est pas existante, existe depuis plusieurs années et qu'en 2020, elle n'a pas pu se mettre à jour pour X, Y raison, le point consigne de prendre quand même en charge dans le cadre du FNE les formations demandées dans le cadre du FNE. Donc, y compris pour une entreprise qui a été créée récemment. Ouais, ça, c'est sûr. Mais même pour celles qui ne seraient pas à jour. Bon, d'accord. Pour l'année 2020. En 2020. Sympa, ça. Tout à fait. Alors, ça fait déjà 1h15 que nous sommes en visio. Je sais que vous avez encore de nombreuses questions. Est-ce que… Alors, on va reposer une dernière question parce qu'elle revient encore régulièrement, celle-ci.
un mail du salarié suffit pour donner son accord? Ou est-ce que si le salarié ne veut pas faire cette formation, est-ce qu'un écrit suffit? Double question. Qui veut répondre? Qui ne veut pas, de toute façon, la formation ne se fera pas. Après, le formalisme. Très bien. Ben, alors, le formalisme en question, c'est un accord, quoi. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il veut. Il est en activité partielle et il est OK pour suivre la formation. Oui, mais s'il ne le souhaite pas. Oui, il donne son accord, bien sûr. Il le souhaite donc, pas, un mail suffit. S'il ne le souhaite pas, ce n'est pas éligible au FNE. C'est vraiment important que ait la preuve que le salarié est d'accord. C'est un point important, il faut peut-être le redire. On a besoin de cette preuve-là, que le salarié est d'accord. C'est pour préserver tout le monde, et le salarié, et l'employeur aussi. Donc, on a besoin, et la directe aussi, on sera sûrement contrôlé d'ailleurs là-dessus. On a besoin d'avoir une preuve de l'accord du salarié pour suivre cette formation. Alors, c'est vrai qu'en termes de formalisme à ce jour, la question a été posée à la directe, y a-t-il un modèle d'accord? Bon, on a eu, je crois, quelque chose d'une directe, mais au fond, ça ressemble étrangement aux accords que donne le salarié lorsqu'il s'agit des 30 heures maximum hors temps de travail. Donc, de formaliser quelque chose qui permette effectivement de prouver que le salarié a bien donné son accord, à défaut aujourd'hui de modèle. Vous retrouvez sur la plupart des sites des OPCO des modèles d'accord du salarié lorsqu'il s'agit de parcours de formation hors temps de travail dans la limite de 30 heures. Ce que j'ai pu voir qui a été proposé ressemble étrangement à ça et a été adapté dans le cadre du FNE. Des compléments, Jean-Marc? Non, mais là aussi, les OPCO pourront aider. Chaque OPCO accompagne l'entreprise là-dessus. On a des petits modèles, on a des choses comme ça. Donc, voilà, qui s'appuient sur leurs OPCO là-dessus. Et puis, évidemment, sur la directe pour les grosses entreprises. Bon, super. Bon, alors, les dernières questions, effectivement, seront traitées à distance. Oui. Sachant que, on transmettra à la directe l'essentiel des questions qui ont été posées. Pour ce qui concerne effectivement les différents partenaires de l'Union patronale et toutes les personnes qui sont destinataires de l'information du P, au fur et à mesure, on vous fera passer les informations dont on dispose, les différents documents, etc. Aussi dans le cadre du courriel à emploi formation, donc pour toutes les personnes qui sont abonnées, et beaucoup des membres présents le sont, voilà, on vous donnera le maximum d'infos au fur et à mesure. Je pense qu'on va arrêter les questions là. Oui. Donc, je voudrais effectivement remercier les intervenants et intervenantes, la directe et l'OPCO, ACTO. Je voudrais remercier aussi l'équipe de l'UP, qui fait aussi un excellent travail d'animation, de suivi et de mobilisation. Je vous remercie à toutes et tous pour votre participation à cette visioconf. On essaiera d'en faire une autre, si véritablement on pense que ça présente une utilité dans les semaines qui suivent, parce que il est vraisemblable de toute façon que pour un certain nombre d'activités, les modalités d'indemnisation, etc., vont évoluer. Nous savons et nous attendons qu'au 1er juin, d'ailleurs, les modalités de prise en charge de l'État risquent aussi d'évoluer et pas nécessairement à la hausse. Donc, nous essaierons effectivement d'animer une nouvelle réunion, une nouvelle visioconf sur ce thème. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup, Luigi. Merci à Nadine de la Directe, à Sylvie de la Directe, à Jean-Marc d'Acto. Et merci à tous d'avoir participé, en tout cas, à cette visio. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Élodie a remis mon adresse mail et je ferai suivre à Sylvie et à Nadine vos questions sur le FNE. Et puis, on se retrouve bientôt. Et effectivement, comme Luigi le disait, on organisera une nouvelle conférence avec plaisir dès qu'on aura des nouvelles choses à vous raconter. Sylvie, Nadine.